Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons tenter de décrypter les mécanismes de transmission et d'héritage, alors que le sujet de la transmission directement à ses petits-enfants revient de plus en plus. En effet, avec l'allongement de la durée de vie, lorsque l'on prépare sa succession, les enfants qui peuvent légitimement en bénéficier sont souvent eux-mêmes déjà en milieu, voire fin de carrière, voire même parfois à la retraite, et ont en tout cas passé les premières années de vie professionnelle où l'apport financier d'un héritage peut venir aider à acheter une résidence principale ou financer des études d'enfants. Pour autant, est-ce que le fait de transmettre son héritage directement à ses petits-enfants est une demande récurrente? Et si c'est le cas, comment l'anticiper? Nous en parlons avec Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau, et nous en parlons également avec Antoine Hurel, notaire associé chez Morel Darleux Notaire. Bonjour Antoine Hurel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau également. Peut-être première question avec vous Antoine Hurel. En tant que notaire, vous voyez du coup, vous accompagnez les familles dans ces sujets de succession. Est-ce que vous voyez que cette notion de vouloir sauter une génération dans la transmission revient régulièrement, est une demande régulière des personnes qui préparent leur succession? Oui, effectivement, c'est un thème d'actualité. Tous les jours, on reçoit des clients dans nos bureaux pour se poser la question de la transmission de leur propre patrimoine. Et c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à cette transmission directement, entre guillemets, transgénérationnelle. Bien sûr. Et comme vous le disiez, il y a des enfants qui ont parfois déjà un train de vie suffisant, qui ont constitué un patrimoine. Et donc oui, c'est un thème vraiment qui est récurrent et que aussi nous, on initie parfois parce qu'ils n'y pensent pas toujours. Et alors, oui, c'est ça, c'est finalement un thème qui est initié parfois par vous, pas toujours. C'est pas la personne qui prépare sa succession qui vient vous voir en vous disant « Tiens, est-ce qu'on pourrait sauter une génération ?» Alors, les grands-parents prennent l'initiative parfois parce qu'ils sont au courant des dispositifs fiscaux dont on parlera tout à l'heure. Mais les enfants, effectivement, n'y pensent pas toujours. Un exemple pratique, si quelqu'un hérite de son père, on ne pense pas toujours à lui proposer de renoncer, lui, directement bien au sûr, profit de ses propres enfants. Et à ce moment-là, on saute une génération. Alors, ce n'est pas une véritable anticipation, puisque là, dans mon exemple, le grand-père est décédé. Mais l'enfant peut donc renoncer directement au profit de son enfant. D'accord, oui. Ce qui est un énorme avantage, c'est que ça va éviter d'enrichir, entre guillemets, l'enfant, il sera obligé ensuite de retransmettre, et donc il transmet comme ça en ligne directe du grand-père aux petits-enfants. C'est ça, donc en fait, effectivement, dans la préparation, il y a celui qui prépare sa succession de son vivant, mais il faut préparer aussi celui qui va bénéficier en fait de cette succession et qui, lui, doit faire le choix de renoncer ou non en fait à cet héritage. Bien sûr, alors soit on le subit, là l'exemple que je vous donnais, c'est quand ça n'a pas été préparé en fait. Bien sûr, donc le grand-père n'a rien fait au profit du petit-enfant, et puis on hérite, et le notaire peut conseiller utilement de dire, là, est-ce que vraiment vous avez intérêt à hériter? Non, passons une génération. Et alors, c'est vraiment quand on l'a subi. Et question à un notaire du coup sur ce dispositif de succession, est-ce qu'on peut décider lorsqu'on prépare tout correctement de transmettre à ses petits-enfants sans poser la question à son enfant? Alors oui, effectivement, alors vous avez raison, on peut le faire soit en concertation avec son enfant, soit on peut le faire sans lui poser la question. D'accord, ok. Par une voie testamentaire, par exemple, on peut prendre un testament, faire un testament en disant « Moi, j'ai un enfant, eh bien j'ai une quotité disponible, c'est-à-dire je peux faire la moitié de ce que je veux de mon patrimoine, je la transmets directement aux petits-enfants. » D'accord. Ça, c'est une possibilité. Et l'enfant n'a pas son mot à dire. Et l'enfant n'a pas son mot à dire. D'accord, ok. Mais par contre, l'enfant a quand même une garantie sur une partie de l'héritage, oui. Et là, il va devoir renoncer au reste de l'héritage, pour le coup. Alors, en fait, quand vous avez un enfant, vous pouvez gratifier la moitié de votre patrimoine au profit de quiconque, des petits-enfants. Deux enfants, c'est un tiers, etc., etc. Donc oui, vous pouvez tout à fait transférer une partie de votre patrimoine sans poser la question à votre enfant, directement aux petits-enfants. Donc il existe juridiquement le mécanisme pour permettre de transmettre en tout cas une partie de son patrimoine directement à ses petits-enfants. En revanche, si on veut transmettre la totalité, là pour le coup, il faut que ça se fasse entre guillemets. On peut transmettre la totalité aux petits-enfants, mais il y aura un mécanisme d'action en réduction, c'est-à-dire que l'enfant va dire « Oui, t'es gentil, mais moi, j'aimerais bien avoir un petit peu de sous. » Donc il va demander à réduire, dans mon exemple, de la moitié. Donc ça, c'est sans l'accord, évidemment, de l'enfant. Bien sûr. Mais ce qui a été mis en place par le législateur depuis un certain nombre d'années, c'est les donations transgénérationnelles, c'est-à-dire de le faire avec la concertation de son propre père, et de dire, bon ben voilà, papa est OK pour que je récupère directement du grand-père, et donc c'est ça dont on parlera tout à l'heure. Et là, c'est le renoncement, du coup, de l'enfant, finalement, à son héritage. Alors oui, donc il peut se faire soit par succession, soit du vivant. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une donation transgénérationnelle en disant, voilà, j'ai deux enfants, il y en a un qui a besoin de sous, l'autre, il a une belle réussite et il veut directement passer à ses enfants. D'accord. Donc il y en a un qui va dire, moi je prends mes sous parce que mon père veut me donner de l'argent ou un patrimoine immobilier, et puis le reste qui irait directement comme ça aux enfants parce que l'enfant numéro 2 renoncerait de son vivant.
C'est effectivement, et je pense qu'on va revenir dessus sur ce mécanisme, c'est vrai que là on prend l'exemple d'un enfant, mais on peut avoir 4 enfants, 4 situations différentes, ensuite un petit-enfant d'un premier enfant, ensuite 3 petits-enfants d'un deuxième enfant, donc c'est des situations complexes. Juste avant, Bastien Baron, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Oui. Est-ce que lorsque vous accompagnez, vous, des clients dans leur gestion de patrimoine, c'est un sujet qui revient régulièrement aussi? Oui, très régulièrement, il y a 2 types. Il y a d'une part les personnes qui ont effectivement une cinquantaine, soixantaine d'années qui eux se disent finalement moi si j'hérite demain, j'ai pas besoin de cet argent. Par contre, j'ai mes enfants qui ont une vingtaine d'années, qui font des études, qui vont acheter un bien immobilier, on en parlait tout à l'heure, qui vont avoir besoin en fait d'avoir un apport assez conséquent, surtout en région parisienne, et du coup qui se disent moi finalement papa maman, moi j'ai pas avoir besoin de votre héritage. Est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour pouvoir basculer ça directement aux enfants? Donc on avait effectivement parlé des donations tout à l'heure. C'est aussi le cas, par exemple, tout ce qui va être clause bénéficiaire de contrat d'assurance vie. On peut essayer de les travailler pour directement sauter une génération et le jour où il y a décès, que l'enfant en fait, n'hérite pas et que ça bascule directement à un nouveau bénéficiaire. Donc là, en fait, on parle de donation du vivant ou en tout cas de préparation de sa succession via des contrats d'assurance vie parce que ça permet de faire sortir en fait une partie de la fiscalité le jour où on hérite. Là, on est dans la donation, mais un peu dans la préparation de sa succession aussi. Ouais, on est clairement dans la préparation. Donc je pense que dans tous les cas, il faut être dans la préparation, dans l'anticipation. Il y a un peu un parallèle qui peut être fait avec la transmission d'une entreprise. Bien sûr. Où c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. On voit que pour maximiser, on va dire, les chances de réussite, pour que ça fonctionne, souvent il faut l'anticiper et ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas il y a une stratégie globale qui doit être mise en place. Bon, alors l'idée dans cette émission, c'est de comprendre un petit peu les mécanismes. Donc là, vous nous avez parlé d'assurance vie avec effectivement cette notion de vouloir transmettre directement à ses petits-enfants. Antoine Hurel, vous aviez commencé à également nous évoquer les différentes manières vraiment pour le coup de gérer une succession. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ça de manière chronologique. On commence par les donations et ensuite on va parler des différentes façons de gérer réellement une succession. Donc un mécanisme, c'est d'ouvrir en fait une assurance vie pour ses petits-enfants, ou en tout cas une assurance vie pour soi, mais avec destinataire directement les petits-enfants. Là, on peut choisir qui on veut, de toute façon, donc en fait, on peut mettre un petit enfant. On fait quoi? On fait une assurance vie par petits-enfants? On voit 2 types. Il y a aussi, alors il y a les grands-parents qui sont un petit peu avertis, qui vont donner dès la naissance du petit-enfant. D'accord. Pour que lui ouvre un contrat d'assurance vie à son nom. Évidemment, c'est les parents, les représentants légaux qui vont ouvrir un contrat d'assurance vie au nom de l'enfant, avec souvent ils vont mettre un pacte adjoint en plus, avec potentiellement une clause d'inaliénabilité pour que l'enfant ne puisse pas toucher à cet argent avant ses 25 ans. D'accord. Ça existe. D'accord. Et sinon, on a même souvent les grands-parents ont eux-mêmes déjà un ou des contrats d'assurance vie, et c'est juste la clause bénéficiaire qu'on va modifier, parce que les enfants leur ont dit j'en aurais pas forcément besoin. Donc on va ouvrir la possibilité aux enfants de renoncer en fait, au bénéfice du contrat. Et donc là, c'est encore l'enfant qui doit dire je renonce ou Il faut que ce soit prévu en fait dans la clause bénéficiaire. Donc c'est pour ça qu'il y a un conseil à donner en amont, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'anticipation. Et c'est quelque chose qui doit être prévu dans la clause bénéficiaire. Oui, c'est ça, parce que en fait, si jamais on l'ouvre aujourd'hui, on peut dire très bien, je donne. Et d'ailleurs, on dit je donne à, mettons, Antoine et Bastien, ou je donne à mes petits-enfants. On peut faire les deux, ouais. On peut faire les deux, donc on n'est pas obligé de nommer chacun des petits-enfants, on peut dire je donne à mes petits-enfants. C'est plutôt conseillé, mais si on a un nouveau, par exemple, qui naît... Oui, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir une naissance. Exactement, il y en a un, il en manque un, du coup. Il en manquera, oui, si au moment du décès, effectivement, il y en a un qui naît par la suite, mais donc si je comprends bien, ensuite, c'est les parents qui ouvrent ou en tout cas, il peut y avoir l'assurance vie ouverte par chacun des enfants ou alors, effectivement, l'assurance vie ouverte par les grands-parents. Oui. Et là, en fait, on va changer la clause bénéficiaire parce qu'on aurait pu en ouvrir une pour ses enfants il y a 20 ans, puis finalement, on se rend compte qu'il faut que ce soit pour les petits-enfants. Et là, il faut appeler les enfants en disant attendez, attention, je change la clause bénéficiaire, c'est plus vous qui êtes bénéficiaire. Non, souvent, ça vient des enfants. C'est les enfants qui vont dire je ne suis pas certain d'avoir besoin de cet argent. Donc, dans la clause, modifiez-la un petit peu pour me laisser la possibilité de renoncer. Pour que directement, puisque comme vous dites, il peut avoir 4 enfants, il y en a un qui peut se dire moi, cet argent, je veux en avoir besoin. Puis il y en a 3 autres qui disent moi ma situation elle va très bien donc je préférerais renoncer au profit de mes propres enfants. Mais parce que pour que ce soit clair, la clause bénéficiaire, si elle désigne quelqu'un, en fait, elle va rentrer quand même dans l'actif successoral des enfants ou elle va aller directement sur les petits-enfants? Directement sur les petits-enfants. Donc il n'y a pas besoin de l'accord des enfants non. Non, il n'y a pas besoin de l'accord des enfants. Il n'y a pas besoin du souscripteur ni du bénéficiaire, heureusement. C'est caché. Hein. D'accord. L'assurance vie, c'est une stipulation pour autrui, ça veut dire c'est un contrat, c'est de l'épargne, et puis juste à la fin, il y a une clause bénéficiaire. Mais la clause bénéficiaire, on la change comme on veut. D'accord, ok. Mais par contre, effectivement, il vaut mieux qu'il y ait des discussions familiales quand même sur le sujet et que l'idée vienne quand même normalement de ceux qui vont être lésés, entre guillemets, à la fin. Ça, c'est pour l'assurance vie. Il y a d'autres mécanismes de donation avant qu'on passe à la succession en tant que telle? Oui, je peux peut-être dire 2 mots justement de ces mécanismes fiscaux de transmission. Il faut les connaître, parce que c'est important. Ouais. Il y a un abattement général de 31 865 € qui existe sur le plan fiscal. Donc, on peut donner
ce qu'on veut, un meuble, un tableau, de l'argent ou de l'immobilier, 31 865 par grands-parents et petits-enfants. Donc ça peut faire beaucoup. Ah oui, ça peut effectivement. En plus, deuxièmement, quand le grand-parent a moins de 80 ans et que l'enfant a plus de 18 ans, on peut aussi donner 31 000 euros quand c'est des liquidités. D'accord. Ça fait 2 fois 31 000 euros. Bien sûr, ça commence à faire des apports conséquents pour des achats d'appartements. Voilà en gros le cadre fiscal de transmission, ce qu'on peut donner de son vivant. Et si ce n'est pas utilisé, c'est perdu. Parce qu'en succession, ce n'est que 1 500 euros. D'accord, ça n'est pas reporté sur la succession si jamais on n'a pas donné du vivant. Donc vraiment, le conseil qu'il faut donner aux grands-parents, c'est aller voir votre notaire, votre gestion de patrimoine, éventuellement gestion de patrimoine sur l'assurance vie, mais allez voir votre notaire pour connaître les mécanismes et puis bénéficier de ces mécanismes du vivant, sinon c'est perdu. Voilà, donc sur la forme, peut-être on peut parler de la forme, parce que vous savez, vous pouvez aller aux impôts directement enregistrer votre don manuel. Le gouvernement a mis en place un système d'enregistrement directement de son don. D'accord. 1800. Mais ce qu'on conseille, c'est d'aller voir un notaire, parce que sur le plan civil, c'est très important. Donner, c'est pas rien. D'abord, il faut avoir la capacité de donner. Est-ce qu'un grand-père de 95 ans, si c'est remis en cause derrière, c'est pas bon. Est-ce qu'il fait pas une bêtise? Et puis surtout, comment on peut orienter le don? On peut donner des charges. Qu'est-ce que tu fais de l'argent? Tu n'en auras pas le droit avant tel âge. Et tout ça, c'est pas possible sur un don fiscal, un imprimé fiscal. C'est possible avec le conseil du notaire qui va sécuriser la transmission. Donc ça, c'est très important. Donc faire en sorte, par exemple, que le don serve à tel ou tel effet, notamment, par exemple, pour l'achat d'une résidence principale, ou pour financer des études, et pas pour financer une vie quotidienne sur les 5 prochaines années. Exactement. On peut parler aussi de la donation d'usufruit temporaire. On n'en parle pas aussi. Enfin, c'est très, très mal connu. Là, c'est l'inverse. C'est de dire j'ai des revenus, moi, en tant que grand-père. J'ai pas besoin de ce flux de revenus. Donc, je peux les donner pendant une période donnée de 5-10 ans à mes petits-enfants. D'accord. Plutôt que de donner de l'épargne que moi, où j'aurais subi de l'impôt sur le revenu, eh ben, je vais laisser, par exemple, le loyer d'un studio à mon petit-fils. Qui paiera l'impôt sur le revenu, pour le coup. Lui paiera l'impôt sur le revenu, bien sûr, qui aura aussi mais le bénéfice net bien sûr. Donc voilà, tout ça, en fait, cumulé entre les techniques d'assurance vie, les transmissions de son vivant, les 31 865 dont on bénéficie x2, ça fait beaucoup d'argent quand on a 3-4 petits-enfants. Finalement, ça fait beaucoup d'argent transmis gratuitement. Et ça, c'est avant la succession. Et alors, rapidement sur la succession, du coup, pour bien comprendre, je peux transmettre directement à mes enfants qui renoncent à la succession au profit de leurs petits-enfants, enfin au profit de leurs enfants, mais donc du coup de mes petits-enfants, ou alors je peux décider de leur transmettre directement. Mais alors comment est-ce que je gère les différences de réalité entre mon premier enfant, mon deuxième enfant, mon troisième enfant, que ce soit des différences en termes de nombre d'enfants qu'ils ont eux, en termes de niveau de vie? Est-ce que le testament peut être suffisamment précis dans cette gestion, ou il y a quand même un cadre global? Alors là, vous évoquez 2 choses. Un, quand vous héritez de votre propre père et vous êtes par exemple avec votre sœur. Là, vous pouvez très bien dire, moi, j'ai pas besoin des sous. Ma sœur en a besoin. Donc, à ce moment-là, je renonce, mais je renonce totalement. Je ne peux pas en prendre un peu. D'accord. Et en laisser... donc, c'est 50-50 ma sœur, moi. Et ensuite, par contre, moi, ou je prends tout, ou je renonce à mes 50. Voilà, mais là, on le subit. Puis, assurance vie, pareil, comme le disait Bastien, on peut très bien, à ce moment-là, renoncer à profit de son assurance vie, si c'était prévu dans le contrat, et aller directement aux enfants. Donc, c'est ça. Donc, si jamais on était bénéficiaire de son assurance vie, on peut renoncer et ça repasse finalement directement à ses enfants. Oui, tout à fait. Du coup, là, l'intérêt, c'est qu'on peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie et on peut renoncer à 1 ou 2 sur les 3 ou 4 dont on est bénéficiaire. Donc ça laisse un petit peu plus de marge. D'accord. Donc le fait de renoncer à la succession, là c'est vrai qu'on renonce à la totalité. Donc c'est quand même un petit peu plus compliqué. Ah oui, c'est intéressant donc, parce qu'on peut préparer effectivement un contrat d'assurance vie pour ses enfants et dire par contre tu renonceras au reste au profit de tes propres enfants. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc en fait, il y a vraiment deux hypothèses. Un, on n'a rien fait, mais il y a toujours des mécanismes de renonciation au dernier moment. Succession et assurance vie. Bien sûr. Et puis le conseil, c'est justement de le faire de son vivant. C'est votre thème, anticiper. Donc il faut aller voir les spécialistes, il faut aller voir les notaires, les gestionnaires patrimoniaux, pour le faire. Et avec vraiment quand même beaucoup de mécanismes. On revient à la donation du fruit temporaire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conseiller. Quand vous avez des gens qui disent j'ai mon IFI, je paye beaucoup d'impôts sur le revenu, et puis il me reste ça, pourquoi pas donner à des enfants ou des petits-enfants qui ont 30 ans et qui en ont besoin aujourd'hui. Et pour conclure, Bastien Barouin, alors si on regarde votre clientèle jeune, c'est une clientèle qui... Compter là-dessus, c'est toujours complexe à dire parce qu'effectivement, on ne compte pas vraiment là-dessus, mais qui de plus en plus arrive avec un apport potentiellement, ou en tout cas une anticipation d'apport. C'est des sujets qui sont discutés en famille ou... Non, en fait, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est que les grands-parents, maintenant, quand ils donnent à leurs enfants, c'est souvent, ils vont donner de l'immobilier ou de la nue propriété, etc., quelque chose qui n'est pas forcément concret. Et en fait, ça leur plaît en fait de donner à leurs petits-enfants qui, eux, vont faire quelque chose immédiatement. Bien sûr, oui. C'est-à-dire, c'est soit ça va être un d'avoir un impact dans leur vie, oui, bien sûr. Impact immédiatement, donc ça leur plaît. Donc souvent, c'est des
Je pense qu'il y a les petits-enfants qui sont assez jeunes, qui poussent un petit peu aussi la balle vis-à-vis des grands-parents en disant bah voilà, j'ai peut-être un MBA à faire aux États-Unis, ça coûte $100 000, etc. J'aurais peut-être besoin d'un petit peu d'argent. J'aimerais entrer dans la vie active et m'acheter mon premier appartement. Ça, l'immobilier, ça plaît beaucoup en plus aux grands-parents. Bien sûr, ils sont prêts à aider. Donc c'est ça aussi qu'on voit beaucoup. Il y a ceux aussi qui montent leur entreprise. Et là, même chose, en fait, les grands-parents sont vraiment à même d'aider sur ce point-là. Bon, avec tout de suite, parfois des discussions qui peuvent être un peu complexes à amener, mais bon, on imagine que du coup, elles sont de plus en plus présentes en entreprise. Merci beaucoup, Bastien Baron. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Merci, Antoine Hurel, notaire associé chez Morel Darleux Notaire. Merci à tous les deux de vous être prêtés un exercice pas facile de définir tous ces sujets-là dans une quinzaine de minutes. J'espère que ça vous aura apporté quelques clés pour la préparation d'une succession. Et je vous dis à demain, du coup, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Merci.